Bonjour à Voilà. toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mois de rentrée, mois de septembre. Je suis accompagné aujourd'hui de Pierre Martinet. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation. Je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs dont certains doivent peut-être vous connaître, mais voilà, au moins le parcours sera clair et précis pour tout le monde. Merci. Oui, bonjour à tous. Je suis Pierre Martinet. Je suis un ancien militaire et un ancien également enfin, pas par la même, dans la même continuité. Je suis un ancien du service action de DGSE et aujourd'hui je suis directeur et fondateur de Wincorp Security Defense, une société de services de défense à Londres, et également auteur de plusieurs ouvrages qui retracent mes parcours au sein de l'institution et trois romans. Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser, alors tout le monde ne vous a peut-être pas lu dans l'auditoire, dans quelle unité vous êtes passé dans l'armée et peut-être expliquer rapidement en quoi consiste le service action de la DGSE? Bien sûr, j'ai commencé ma carrière en 1982 au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. À cette période, c'était l'un des trois régiments professionnels de la 11e division parachutiste d'infanterie de marine. Pardon, la 11e division parachutiste. Un régiment avec le 8e RPIMA, le 2e REP. C'était le groupe aéroporté à l'époque c'était les trois régiments qui intervenaient assez rapidement dès qu'il y avait un pays en crise, notamment à cette période-là, c'était le Liban, tristement célèbre par son attentat le 23 octobre 1983, ça va faire 40 ans là le mois prochain. Ensuite, j'ai été, comme tous les troupes de marine, j'ai servi outre-mer, à Djibouti, exactement, au 5e régiment d'infanterie d'outre-mer euh, pendant un an, et ensuite j'ai été affecté à Orléans. En attendant le service action, j'ai servi au Centre national d'instruction parachutiste, à quelques kilomètres du service action. Et ensuite, quand ma demande a été acceptée, bah, j'ai rejoint le service action de la DGSE. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bras armé clandestin des services secrets français. Et j'y ai fait 5 ans, jusqu'à 2002, et j'ai quitté l'institution militaire en 2002 pour me Alors, reconvertir dans le privé. vous disiez, suite à l'acceptation de ma demande, donc l'initiative venait de votre part, c'est pas la Oui. DGSE qui est venue vous chercher. Si je peux vous poser la question, quelles étaient vos motivations de faire la transition entre l'armée régulière, si je puis dire, et les services secrets? Alors, c'est, si vous voulez, c'est un échange. Enfin, il y a les deux. Il y a une cooptation parallèlement, il y a une demande et la plupart du temps, c'est une cooptation parce que comme c'est des unités, des petites unités, tout le monde se connaît plus ou moins et euh, tout le monde donne un peu son avis. Est-ce que tu connais celui qui vient de postuler? Oui, j'avais un profil à cette période-là, j'avais un profil qui intéressait la cellule clandestine des opérations aériennes clandestines. Donc, je faisais beaucoup de sauts, j'étais moniteur dans le civil également, je faisais beaucoup de compétitions. Ça les intéressait pour rejoindre la cellule pour faire de la formation et quelques opérations aériennes clandestines. Ensuite, mes motivations, c'était surtout de servir dans quelque chose qui était non conventionnel, parce que j'avais l'esprit qui était plus tourné vers le non conventionnel que sur l'armée régulière ou servir en section de combat ou euh, on va dire l'initiative individuelle n'est pas mise en avant, même si personne ne freine, on n'est pas freiné, mais servir dans une unité non conventionnelle, et encore plus clandestine, c'est vraiment l'individu qui est mis en avant et ses qualités intrinsèques. Donc c'est assez long comme démarche parce que il y a d'abord une demande de mutation, ensuite il faut que cette demande de mutation soit acceptée, ensuite il faut qu'on soit retenu par l'état-major à Paris du service action, et ensuite on a des premiers tests, ensuite on est retenu ou pas, et ensuite on a une enquête de sécurité. Si l'enquête de sécurité est bonne, on est convoqué pour
pour commencer la formation au sein du centre qu'on a choisi ou qui nous a choisi, en fonction de nos profils. Magnifique parcours et j'en profite pour vous remercier au nom de tous de votre service au sein de ces différentes unités. Je voudrais Merci. venir un peu sur votre nouvelle casquette et Oui. ce travail dans la sécurité. Une question un peu frontale, mais comment vous diviseriez le monde aujourd'hui? Évidemment, il peut être divisé en plusieurs sens, mais je vous pose volontairement la question de manière très ouverte. Alors effectivement, le monde aujourd'hui, la sécurité mondiale aujourd'hui est très importante dans ce qu'on peut appeler une première division. Mais moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je regardais encore l'actualité avec euh, ces vagues migratoires qui arrivent, notamment aujourd'hui ou hier à Lampedusa. Je diviserais le monde premièrement en une partie du monde qui veut ce qu'a l'autre partie du monde. Et, euh, plutôt, plutôt l'Occident qui intéresse une partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, et plus particulièrement l'Europe. Donc je le diviserais plutôt en nord-sud, hein. Est-ouest, ça a un peu changé, et je le diviserais un peu en nord-sud, et j'ai le sentiment, enfin, parce que je peux voir aujourd'hui que une partie de la planète veut avoir ce qu'a l'autre partie de la planète. C'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas tous être sur la même ligne, même si c'est ce que voudraient certaines personnes, mais je pense que c'est un peu utopique de le penser. Et deuxièmement, je diviserai le monde aujourd'hui, puisque c'est quand même un sujet sur lequel je travaille régulièrement et qui m'intéresse énormément. Je diviserai le monde entre le monde occidental et le monde musulman. Et une partie de ce monde musulman comment dirais-je, euh, instaurer sa vision de l'islam sur cette partie de l'Occident, notamment l'Europe. Et c'est ce qui, donc ces deux façons là de voir le monde actuellement est assez pessimiste de ma part parce qu'on est en train de basculer vers un autre équilibre. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et ce qui est intéressant, si je le comprends bien, hein, c'est qu'il y a une forme de double, alors prédation ou en tout cas convoitise, Convoitise, ouais. et finalement c'est des motivations qui sont différentes. C'est que la première, Absolument. c'est des gens qui voudraient finalement, entre guillemets, hein, je schématise, mais vivre à l'occidental et notamment sûrement dans le confort matériel, si je résume Un à monde fond. meilleur pour eux, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, et c'est souvent effectivement des personnes qui vont connaître la pauvreté, voire des conflits. Exact, Et exactement. une autre type de personnes, de groupe, voilà, on pourra le définir peut-être un peu plus précisément Je, derrière, mais qui là oui, ne je vous convoitent entends. pas, mais Ah, oui, plutôt veulent s'étendre à ce périmètre géographique et à ces sociétés occidentales et précisément européennes. Et pourquoi l'Europe? Vous aviez l'air de mettre l'Europe dans un cas de figure même un peu spécial, par exemple, par rapport à l'Amérique du Nord ou l'Océanie, en tout cas l'Australie et la Nouvelle-Zélande. l'Europe est considérée par beaucoup comme le ventre mou de l'Occident parce que aujourd'hui on a une facilité pour entrer en Europe et ils ont une facilité pour s'installer en Europe, ils ont une facilité pour rester en Europe parce que l'Europe est tiraillée entre la réalité du terrain et sa vision des droits de l'homme qui, selon moi, est un frein à avoir une Europe construite, une Europe apaisée en fait. Donc, on voudrait accueillir, pour reprendre une phrase célèbre, on voudrait accueillir toute la misère du monde. Cependant, on n'y arrive plus, quoi. Enfin, je veux dire, on n'y arrive plus. Donc le bateau
le bateau s'enfonce inexorablement et on continue d'accueillir. Donc je n'arrive pas à comprendre cette vision-là. Et c'est pour ça que l'Europe étant, je trouve que l'Europe, dans ce domaine-là, dans le domaine migratoire, est le ventre mou, mais également dans le domaine du sujet précédent dont je vous parlais, qui me tient à cœur, sur lequel je travaille énormément, c'est le sujet de l'islam politique. L'Europe a exactement les mêmes arguments ou les mêmes réflexes avec ses, entre guillemets, ces vagues migratoires successives et cet entrisme euh, quotidien de l'islam politique via les frères musulmans, le salafiste et quelques autres associations comme Milogorus. Pourquoi finalement cet entêtement, on va dire, c'est quasiment du dogme, puisque ça se confronte avec la réalité du terrain qui finalement a eu l'air de mener à bout cette démarche d'accueil et on va dire, d'agir de manière morale finalement. Pourquoi on persévère dans cette direction quand en plus, voilà, on se rend compte que ça peut peut-être créer des tensions sociales, faire parfois le lit des extrêmes. Il y a eu des attentats. Comment ça se fait que, entre guillemets, tant au niveau des citoyens que des gouvernants, la situation évolue pas? Moi, je pense que c'est pour revenir à la première partie de cette réflexion, c'est que euh, je pense que les droits de l'homiste poussés à l'extrême aveuglent réellement une certaine partie de l'Europe, une certaine partie des Européens, et de facto une certaine partie des Français, sur la réalité du terrain et surtout sur les risques à venir, à moyen terme et à long terme, parce qu'on ne voit pas ça à court terme, justement, parce que je pense qu'une partie de nos dirigeants ne sont que des court-termistes. Et face à l'immigration, on voit l'immigration à petite échelle sur une période donnée. Ça varie, un bateau arrive, après un autre bateau arrive, c'est 100 par-ci, 200 par-là. Hier c'était 8000, en revanche hier c'était un peu plus visible. Et on a l'impression que ça se dilue, ils ont l'impression que ça va se diluer dans la masse, mais il va arriver un moment où ça se diluera plus, hein, on verra que ça. Et ça pose énormément de problèmes socio-économiques, comme vous le disiez très bien. Ça pose énormément de problèmes culturels aussi, il ne faut pas se voiler la face. Euh, nous avons à terme des cultures qui s'opposent. Alors, une partie de la culture qui s'oppose, pas tous. Mais dans cette partie de la culture, il y a, moi je suis clair avec moi, hein, c'est une partie arabo-musulman, et ça, arabo-musulman et Afrique noire. Et c'est vraiment un choc de civilisation. Et aujourd'hui, l'Europe a quand même comment dirais-je, un changement qui s'est opéré depuis de nombreuses années. Et on continue. Je pense qu'ils n'ont pas ils ne veulent pas voir la réalité du terrain et ils se refusent d'admettre que euh, le nombre est un problème à terme. Le nombre sera un problème à terme et il commence déjà à l'être. En ce qui concerne l'entrisme de l'islam politique, ça c'est autre chose. C'est un projet politique qui a débuté avec la naissance des frères musulmans et qui n'a eu de cesse d'augmenter au fil des ans. Et aujourd'hui, on n'est pas à son paroxysme encore, mais ce projet a réellement avancé. Ce projet comment dirais-je, s'est imposé dans une partie de l'Europe. C'est pour ça que je pense que l'Europe est vraiment le ventre mou de l'Occident. Mais, mais il commence aussi à franchir la- l'Atlantique et il commence aussi à se voir et à vouloir s'imposer outre-Atlantique, notamment en Amérique du Nord. Et ça, c'est un réel problème parce que les attentats n'ont pas une réelle efficacité sur le projet. Cependant, les revendications religieuses du quotidien, l'islam
politique quotidien qui est prosélyte. On le voit notamment en France, hein, on essaye de maintenir cette digue de laïcité qui pourrait repousser ou ralentir ce projet. Mais tous les pays européens n'ont pas cette laïcité, et je pense que c'est, comment dirais-je, à terme, notre digue de laïcité va lâcher, quoi. Quand même, dans la Constitution, ça devrait être du coup protégé, enfin comme quelque chose, comme une fondation de notre modèle, en tout cas français. Euh, Pourquoi finalement les dirigeants ne remplissent pas leur rôle? Parce Ce que je qu'une vous partie disais, d'entre eux, notamment les gouvernants, peut-être un peu moins l'opposition, mais je pense sont justement en contact avec la DGSE, la DGSI, ont sûrement accès à des analyses poussées sur le sujet. Donc ils ont l'occasion quand même de s'imprégner de la réalité du terrain, même s'ils ne sont pas sur le terrain. euh, mais ils sont imprégnés de la réalité. Ils sont imprégnés de la réalité, ça, y a aucun doute. Ils savent effectivement euh, la situation réelle du terrain, la situation réelle de certains pays, la situation réelle aussi de certains groupes et associations qui veulent s'imposer en Europe. Cependant, encore une fois, euh, ils ont une vision à très court terme. Euh, Ce dont on parle actuellement, le projet islamiste, et c'est ces vagues migratoires, ça s'inscrit dans un temps très long. Et malheureusement, force est de constater que nos classes dirigeantes aujourd'hui s'inscrivent dans un temps très court. Et leur seul horizon est leur réélection. Donc je pense que ça, c'est un réel frein à toute action qui pourrait engendrer des heurts intercommunautaires sur le territoire français et européen. Donc je pense qu'ils agissent surtout par peur et lâcheté, et ils préfèrent laisser faire. Et j'aime bien cette image, moi, de celui qui tombe d'un gratte-ciel et qui rencontre des gens à certains étages et qui leur demande comment ça va. Jusqu'ici tout va bien, mais on connaît l'issue fatale, c'est-à-dire il va aller s'écraser sur le sol, et nous allons fatalement aller dans le mur, puisque ça fait 40 ans comme vous le disiez tout à l'heure, les services alertent ou s'aperçoivent de la montée d'un certain islam, euh, et il ne se passe pas grand-chose en fait. Est-ce que vous parliez du rapport au temps et la notion est hyper intéressante. On en a parlé pour nos politiques, mais par rapport aux citoyens, euh, quelle est finalement la vision de l'Occident et même plus particulièrement de l'Europe, de la France, vers quel monde meilleur finalement notre société aspire, je précise ma question. Euh, Société assez matérialiste, donc finalement si on a les moyens, on peut se tourner vers un bonheur matériel assez rapide, donc court-termiste, quand finalement, si on parle Je vous ai... des islamistes par exemple, Oh. quand on est dans une notion religieuse, spirituelle, il y a quelque chose qui nous dépasse, tant d'un point de vue spatial Ça a que coupé après temporel en fait. matérialiste. Vous avez été coupé après matérialiste. Ah, pardon. Oui, ce que je disais, c'est que dans nos sociétés occidentales, effectivement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, la notion de bonheur, d'émancipation, se retrouve dans le matériel, quelque chose qu'on peut, à partir du moment où on a les moyens en tout cas, acquérir assez rapidement. Ouais, Donc le bonheur peut être rapide à venir quand lorsqu'on se situe dans une dimension plus spirituelle, religieuse, voire politique aussi. ouais. euh, on est sur des temps longs et il y a quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu, tant d'un point de vue spatial que temporel en fait. Ouais. Et on est finalement, on se considère et on s'accepte comme le maillon d'une chaîne, mais c'est la chaîne qui compte. Exactement, c'est la chaîne qui compte. Et c'est un très beau résumé que le maillon dans la chaîne, je l'utilise souvent par exemple, la chaîne de la réussite ou la chaîne
la chaîne pour atteindre des objectifs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, seul compte l'instant présent, alors que l'instant présent est l'aspect matériel de nos vies. Et c'est aussi cet aspect-là qui attire inlassablement une certaine partie d'un autre monde. Euh, mais cependant, si on était aujourd'hui, tout va vite. Cette notion de temps, cette notion de possession va vite parce on veut vraiment vivre à 100 à l'heure, sans prendre le temps de se connaître. Et cette partie spirituelle de l'existence est, selon moi, très importante parce que je vois tellement de personnes marcher à côté de leur chemin de vie sans jamais s'arrêter et prendre le temps de se parler et de se connaître. Et ça, je pense que c'est pour moi aujourd'hui, c'est d'une grande tristesse parce on a aucune notion de ce qu'on peut réellement être, réellement faire. Et, euh, et je pense que l'aspect matériel a pris le dessus sur le spirituel. Et finalement, par rapport à ça, est-ce qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite? Parce que les premiers responsables, ce sont les dirigeants qui devraient nous partager normalement leur vision de l'avenir, un projet pour la nation. Oui. Mais si finalement le citoyen, entre guillemets, n'élève pas son niveau de jeu dans ses attentes, et aussi pris malheureusement hein, par les préoccupations du quotidien, remplir le frigo. Mhm. Il y a eu la vague des gilets jaunes, là une inflation alors Galo. galopante, Ouais. le terme est encore fort, mais qui monte bien, qui met beaucoup de personnes dans le besoin. Et finalement, ça nous détourne de sujets, alors au moins aussi importants, quand en plus en parallèle, il y a peut-être eu une forme, en tout cas à un moment donné, une déconstruction de tout ce qui faisait notre culture et les valeurs de notre pays. Et par exemple, dans beaucoup de pays, on peut voir des drapeaux nationaux dans les Bien jardins. sûr, bien sûr. En France, c'est plus rare, ou en tout cas dans les plus grosses villes. Là, on est en période de Coupe du Monde de rugby, mais sinon, c'est pas toujours bien vu, quoi. C'est même mal vu et je suis d'autant bien. Alors, pour revenir à ce que vous disiez initialement, en préambule, nous avons exactement les dirigeants que nous méritons et je pense que nous avons exactement ce que nous méritons aujourd'hui, c'est-à-dire cette déconstruction idéologique et cette déconstruction identitaire qui s'est opérée il y a de nombreuses années. Alors, je ne sais pas si c'est depuis que l'Europe existe ou c'est euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à vouloir la paix absolue, à s'effacer devant toutes les revendications ou à s'effacer devant toutes les sollicitations de l'étranger ou alors à force de vouloir en permanence s'excuser, être dans la repentance au quotidien, effectivement, nous avons la situation aujourd'hui que nous méritons. Et vive le Et modèle américain aussi, justement ce matérialisme qui est lié à la guerre froide, les 30 glorieuses, etc. absolument. Ça nous a peut-être détourné de choses plus fondamentales. Alors le dilemme, c'est est-ce qu'on reste à l'âge de pierre ou est-ce qu'on prend le train en marche et on essaye de suivre le modèle américain. Alors, pour être très très souvent aux États-Unis, pour avoir vécu 5 ans à Londres, euh, euh, je peux vous dire qu'il y a quand même une sacrée différence de mentalité entre ces peuples, même si tout n'est pas rose de l'autre côté de la Manche ou du côté de l'Atlantique, mais l'individu compte beaucoup plus sur lui que sur son représentant politique. Nous avons aujourd'hui en France, je pense, euh, une population qui est devenue politico-dépendant. À force de penser qu'un individu peut changer votre vie, vous devenez passif, vous devenez parfois assisté, et vous attendez tout des gouvernements. Et je fais souvent un parallèle avec mon ancien milieu, mon ancien monde,
ou dans les régiments un peu spéciaux, ou même dans les régiments conventionnels, mais un peu physiques. Là, on n'attend pas de l'autre, on se débrouille, on va le chercher, et on ne, comment dirais-je, on n'a pas d'excuses dans l'échec, parce que c'est nous qui avons commencé, donc c'est nous qui avons réussi, ou c'est nous qui avons échoué. Et je trouve qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs-là sont inversées dans nos sociétés, dans certaines sociétés occidentales, en France encore un petit peu. Et bien souvent, je fais des parallèles avec le monde sportif, il y a beaucoup de sportifs qui s'exilent, entre guillemets, dans des pays anglo-saxons ou ailleurs, où là, seul le travail compte et la politique de l'excuse n'existe pas. Et je pense que c'est une très bonne, comment dirais-je, une très bonne politique de se remettre en question en permanence et d'aller chercher ce qu'on veut plutôt que d'attendre qu'on nous l'offre. Et comment on pourrait justement se reprogrammer, si je puis dire, su- parce que l'attentisme, le fait d'être Ah, passif devant ça a les coupé. événements, alors ça nous a peut-être été inculqué, peut-être que c'est quelque chose vers lesquels on s'est laissé dériver. Comment se responsabiliser, en fait, je pense que c'est le mot. Je pense qu'il faut tout remettre à plat. Je pense que, on va parler de la France, puisque nous sommes en France. Je pense que euh, nous avons atteint une limite. On est arrivé à la fin d'un cycle. L'Occident est arrivé à la fin d'un cycle. Pour reprendre une interview qui avait été faite il y a 15 ou 20 ans à musulmans, il disait l'Occident est en fin de cycle, l'Amérique est en fin de cycle, donc l'Occident va suivre. Et il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucune notion d'appartenance comment dirais-je, ou, ou de notion de patriotisme ou de projet en fait. Et il compte là-dessus pour prendre la place qui va se libérer. Ça a commencé en 1928, eux ils ont le temps. Cette notion-là, en fait, aujourd'hui, on n'a plus, on n'a plus cette notion de difficulté, de goût de l'effort, de ne pas se laisser aller à la facilité, à la médiocrité. On vit, malgré tout, même si je trouve qu'en France, on se plaint tout le temps, on vit cependant quand même dans un pays qui est dans un pays de cocagne. Hein. Je ne sais plus qui disait que la France est un paradis peuplé de gens qui pensent qu'ils sont en enfer. Ça résume un peu ce que je pense de ce très beau pays. Et on est en train de, comment dirais-je, on est en train de se gentiment, mais sûrement, couper la branche sur laquelle on est assis. Et je pense sincèrement que nous avons atteint les limites du social en France. Je pense qu'il faudrait tout remettre à plat et repartir sur des bases, pas celles des États-Unis, mais un mixte entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, parce que je suis persuadé que notre système va exploser à terme. Et ça, c'est pour la partie sociale, mais pour la partie identitaire également, parce qu'on est on est en perte de repères, totale perte de repères. Et il y a quelques semaines ou quelques mois, au moment des émeutes, je me disais, mais ça va ressembler au Liban dans les années 80, parce qu'il va y avoir deux cultures qui vont s'affronter, deux civilisations qui vont s'affronter un jour. Il manquait plus que des kalachnikovs ou des mortiers pour que ça puisse, des mortiers réels, hein, pas des mortiers de fête foraine, pour que ça explose. Je pense que nous sommes assis actuellement sur une poudrière et on contient, on essaye de mettre la poussière sur le tapis au maximum. Nos dirigeants essayent de mettre la poussière sur le tapis au maximum. Quand j'ai entendu le président de la République euh, ouvrir encore un débat pour savoir pour comprendre ce qui s'est passé lors des émeutes, je me dis, ben, c'est pas possible. C'est pas possible parce que euh, on- tous les signaux nous amenaient à ça, quoi. Hmm. Les, 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 les banlieues sous pression, les communautés qui commencent à se mettre face à une autre communauté, et on est face à face aujourd'hui, face à face. Mais est-ce que tout ça, vous preniez l'exemple de l'armée tout à l'heure, vos différentes unités, où vous résumiez
en disant nous on n'attendait pas, chacun en gros avait conscience de son rôle et était moteur, contribuait à l'effort collectif. Je fais aussi le parallèle, vous voyez, avec des nations, alors j'allais dire des nations fortes en tout cas, où on sent qu'il y a un patriotisme, si c'est pas plus. Je pense Mhm. à la Chine, à la Russie, peut-être encore les États-Unis. Euh, et il y a un peu ce parallèle avec le monde militaire que vous m'évoquiez, et même peut-être avec les islamistes, par exemple. Là où je veux en venir, c'est que euh, les gens ont l'air de se responsabiliser quand on leur a inculqué et fait comprendre qu'ils faisaient partie d'un tout, et on leur a partagé une vision. Et c'est peut-être ça qui manque à beaucoup de sociétés occidentales, et en l'occurrence à la France aujourd'hui, c'est que finalement, si on se réfugie aussi dans ce matérialisme qui ne nous mènera nulle part, c'est que finalement, il y a peut-être plus de vision de société, de projet collectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais reprendre ce que vous avez dit à la fin. Il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus de projet collectif, et c'est pour ça aussi, dans mes préconisations face à la montée de l'islam radical et au projet de l'islam radical, c'est au-delà du fait qu'il faille détruire certains groupes ou stopper certains prosélytes de certaines personnes. S'il n'y a pas un projet économique, un projet de société, un projet spirituel et intellectuel qu'on pourrait mettre en parallèle de ces personnes qui veulent nous détruire, entre guillemets, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, quand on parle d'appartenance, pour certains, c'est un gros mot. Appartenance, c'est être fier d'appartenir à un groupe, à une société. Ça devrait être, au contraire, ça devrait être quelque chose de valorisant, ça devrait être un réel projet de vie, ne serait-ce que euh, inculquer l'appartenance dès le plus jeune âge. Ça changerait, je pense, certes, les mentalités. Alors, il va falloir des décennies pour changer tout ça, mais cette appartenance-là, on le retrouve où? On le retrouve dans des unités comme les unités spéciales, certaines unités militaires, de police, de gendarmerie. On le retrouve dans le sport aussi. Le sport, c'est un réel vecteur d'appartenance. Mais vous savez, le drapeau, par exemple, c'est l'appartenance. Je me souviens, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, euh, j'avais un poste dans une société à Paris et j'avais un pins du drapeau français. J'aime le drapeau français. J'ai servi le drapeau français, donc j'aime ce drapeau. Euh, Ça gênait certaines personnes de me voir avec le drapeau français. Je me souviens que on me demandait à l'époque si j'allais à une réunion du Front National. Oui. On me demandait, il y a quelqu'un qui est venu me demander, que je connaissais bien, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton drapeau? J'ai dit, mais pourquoi? C'est pas ton drapeau également? Ouais, c'est un peu c'est un peu ce qui va nous perdre. Parce qu'il n'y a plus d'appartenance. On appartient à rien. On, on appartient à rien, on veut tout, mais au final, on n'aura absolument rien, et c'est eux qui prendront nos places. Par exemple, une société américaine, la société américaine, effectivement, c'est une société qui est qui est très libéraliste, mais ils ont un fond en commun, c'est le drapeau américain, la nation. Alors, pour certains, c'est poussé à l'extrême, euh, mais globalement, tous les Américains, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, ils sont rassemblés derrière leur drapeau. Alors, c'était vrai à 100% il y a encore 15-20 ans. C'est en train de changer dans certains États. Il y a aussi un phénomène que tout le monde voit monter et connaît, c'est ce fameux wokisme. Hein. Je n'aime pas ce nom, ça ne veut rien dire. Mais c'est des gens qui sont nés pour déconstruire ce que nous avons fait, ce que nous avons eu, et qui sont là uniquement pour juger le passé avec les lunettes du présent. Donc tous ces phénomènes-là, je pense que tous ces phénomènes-là, mis bout à bout, l'Occident est vraiment sur le déclin. Et moi, je vois aujourd'hui les sociétés du Moyen-Orient, les sociétés des pays de Golfe, ou la Chine, bien sûr, la Russie, où justement c'est l'inverse. Ils remettent tout ça en avant.
Alors, dans certains pays, il y a pas le choix, c'est de la dictature, mais les gens sont encore fiers de leurs appartenances. Israël, par exemple, ils sont fiers de leur drapeau, ils sont fiers de leur pays. Mais vous savez où les Français sont fiers de leur pays? À l'étranger. C'est drôle parce que les Français à l'étranger aiment arborer le drapeau français. Ça m'a toujours, c'est cet esprit de contradiction, cet esprit de contraire que les Français ont. Et les Français que je vois vivre, que je côtoie à l'étranger, je les ai côtoyés à Londres, je les côtoie aux États-Unis. Un, ils veulent plus revenir en France, mais ils aiment leur pays. Oui, mais parce que c'est valorisé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous dites qu'ils veulent plus revenir en France, c'est Non, ils veulent plus revenir en ils, France. ils ne voient la France. Alors, je pense pour beaucoup d'entre eux en tout cas, et pour connaître aussi des expatriés, que finalement c'est une image de carte postale, c'est une image d'Épinal entre guillemets. Et c'est justement ce qui a inspiré des gens et ce qui en inspire toujours hein, d'ailleurs à traverser les océans, que ce soit pour du tourisme Mhm, ou fuir la misère. mhm, Et finalement, d'ailleurs, souvent, ils sont hyper déçus en arrivant parce qu'ils se rendent compte que bien sûr, la France qu'ils imaginaient, que ce soit l'expatrié français, le touriste japonais ou le réfugié d'un pays en guerre, se rend compte que je vous ai finalement, perdu. c'est la Allô. France n'est peut-être pas plus la France, voilà, l'image qu'on s'en fait en tout cas à l'étranger. Je pense que l'image que, ce qu'on me dit à chaque fois à l'étranger, la première des choses, c'est vous êtes des râleurs, vous êtes jamais contents, vous êtes toujours en grève, euh, vous passez votre temps à vous plaindre. Ça, c'est un peu vrai. Euh, mais c'est vrai. Mais, ça m'a aussi, comment dirais-je, interpellé quand je suis arrivé dans l'entreprise. Les gens dépensent plus d'énergie à être contre qu'à être pour. Dès qu'on essaye de changer les choses, les gens sont contre par réflexe. Et ils mettent une énergie folle à démontrer qu'on n'y arrivera pas. Alors que s'ils mettaient un quart de cette énergie-là à essayer d'aboutir ou à essayer de réussir le projet, on y arriverait. Les gens en France, le premier réflexe, c'est de se mettre en grève. Les gens dans certains pays, le premier réflexe, c'est essayer de faire en sorte que ça ne s'arrête pas ou que ça redémarre. Voilà la différence qu'il y a. Et je pense que nous sommes aujourd'hui, actuellement, en 2023, nous sommes devenus un peuple de perdants. Et ça me fait énormément de peine parce que nous sommes des perdants. Je généralise évidemment. Hein. Il y a encore des domaines où les Français sont reconnus, les Français sont efficaces, sont compétents et surtout ont une certaine mentalité comment dirais-je, de volontaire et de gagnant. Il y avait, oui, j'écoutais un débat sur une chaîne France Info pour ne pas la nommer sur sur le, vous savez, le fameux trail qui tourne autour du Mont Blanc, l'UTMB. Et il y avait des journalistes sur le plateau qui disaient, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est moche, ces gens qui veulent se dépasser? Qu'est-ce que c'est has-been, ces gens qui veulent aller au-delà de leurs limites? Vous voyez? C'est cette mentalité-là Vraiment, qui ah, alors ah, peut-être pas au mot ah, près, mais il est non, formulé non, comme non, ça. non, non, c'était au mot près. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était au mot près. Oh, ils rebondissaient sur une certaine, sur sur certaines personnes de Chamonix qui se plaignaient parce qu'effectivement, la semaine du l'UTMB et les 3-4 jours de l'UTMB, il y a, il y a du monde partout, ça doit être bruyant, effectivement, il y a des dégâts, il y a pas bien sûr. Mais ce journaliste-là, j'en croyais pas mes oreilles. C'est has-been, on devrait faire des compétitions juste pour contempler uniquement des paysages plutôt que d'essayer de les gravir, enfin que des trucs, mais ça résume la mentalité française. La mentalité française, moi je suis, ça me fait de la peine hein, parce que je suis pas comme ça. En France, on préfère euh, encenser le deuxième plutôt que d'honorer le premier, quoi. Et on n'aime pas les gagnants. Euh, Dans l'éducation nationale, on a supprimé ou on veut supprimer, je ne sais plus si ça a été fait, les notes pour ne pas stigmatiser les mauvais. J'ai de la famille dans l'enseignement qui me disait, mais j'ai dit, mais pourquoi pourquoi il n'y a plus de notes? Il me dit comme ça stigmatise personne, les mauvais, et ils savent pas qu'ils sont mauvais. J'ai dit, mais t'es mauvais, et quand ils seront dans la vie, dans la vie civile,
Ils vont vite savoir qu'ils sont mauvais. Il dit oui, peut-être, mais pas dans l'éducation nationale. Donc on inculque une mentalité, on tire tout le monde vers le bas, toute la société est tirée vers le bas, il n'y a plus de notes, tout le monde est, c'est l'école des fans, tout le monde a 10, comme ça tout le monde est content, comme ça on n'a pas de problème avec, on a de problème avec personne, et personne n'est stigmatisé. Aux États-Unis, par exemple, pour me balader dans l'Amérique profonde, ou pas, il y a dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, il y a le nom de ceux qui travaillent le mieux, et ces gens-là sont enviés. On a envie de faire aussi bien qu'eux. Alors qu'en France, on les montre du doigt. Et il faut pas. Ce qui, ce qui, ce qui m'horripile en France, on me dit c'est quelqu'un de bien, il est humble. Ça, c'est ce qui m'horripile le plus. C'est quelqu'un de bien, il est humble. Pour moi, l'humilité, c'est dans cet esprit-là, l'humilité, c'est oui, il est pas fier de ce qu'il est. Il faut être fier de sa réussite. Rouler avec une belle voiture en France, c'est péché quoi. Enfin, je veux dire, Hmm. on brûle votre Porsche en France, hein, alors qu'aux États-Unis, on vous demande comment vous avez fait pour obtenir ce bien. Ouais, c'est la réussite, c'est ce rapport à la réussite qui est totalement biaisé en France. Et je pense que mais toute cette mentalité-là n'a eu de cesse de se dégrader depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'est vrai qu'effectivement, si on met ça en perspective avec des personnes, on parlait de nations ou de courants idéologiques, où effectivement, ils vont être déterminés dans leurs objectifs à poursuivre, quels qu'ils soient, hein. Mhm. C'est vrai que nous, l'Occident, la France, avec cet état d'esprit-là, il apparaît compliqué de leur tenir la dragée haute, alors que ce soit dans la compétition économique, idéologique, enfin quel que soit le champ de bataille, si je peux le formuler comme ça. Absolument. Tout d'abord, en France, nous avons zéro idéologie, au sens noble du terme, hein. Nous avons zéro idéologie. Euh, alors, je grossis le trait volontairement. Évidemment, il y a encore des poches idéologiques, des poches de patriotisme, au sens noble du terme. Pour moi, être patriote, c'est pas être nationaliste, c'est pas, Oui, pas c'est être être fier. raciste, C'est oui, oui, voilà, voilà, ouais. voilà. En C'est revanche, l'amour de son pays et de ce qu'il exactement, représente. Ouais. bien sûr. Et j'étais sidéré de voir autant de, autant de critiques nauséabondes sur, par exemple, le rugby. J'ai l'impression que les gens se gargarisent à être tout le temps contre. Quoi qu'on fasse, c'est contre. Je parle pas du président ou des sifflets, ça, bon. Mais tout ça, même si je prenais le cas des sifflets sur le président de la République, c'est au-delà de ça, en fait. On devrait passer au-delà de ça, de la représentation humaine. Et je me souviens avoir présenté les armes à François Mitterrand, alors que, bon, j'avais pas le choix déjà, mais François Mitterrand, ça n'a jamais été, euh, étant un homme de droite, ça n'a jamais été quelqu'un que je considérais. Ouais, Mais vous n'êtes pas partis en vacances ensemble. non, mais c'est un, je, la fonction prime sur l'individu, quoi, quel que soit l'individu. Enfin, je veux dire, on respecte la fonction. Et ça, je trouve qu'en France, il n'y a aucun respect. On ne respecte pas un policier. On en revient toujours à la même base. L'autorité, le respect, l'amour de son pays, l'amour de soi. Et ça n'existe plus en France. Ça n'existe plus. Moi, je suis tellement triste et effrayé de voir à quel point les policiers sont traînés dans la boue, on leur crache dessus, on les insulte, on les traite de tous les noms. Mais ça n'existe pas, ça, ailleurs. Je connais aucun pays comme ça. Ah oui, alors ça c'est sûr qu'on leur réserve un traitement particulier après les applaudissements quand il y a eu un attentat Non, mais 2 semaines avant. mais Mais ouais, ça démontre à quel point euh, une partie des Français ne se sentent pas français et ne sont pas considérés euh, comme, ils ne se sentent pas en phase avec les valeurs de notre pays, quoi. alors Donc ça, sur le sentiment d'appartenance, vous en oui. tant qu'ancien militaire, ancien des forces spéciales, services secrets, vous parlez des policiers aussi. euh, Comment
déjà vous le receviez quand vous étiez en OPEX, sur les théâtres d'opération? Comment vous le viviez quand vous reveniez à la maison et que vous constatiez, ben voilà, c'est cette déconstruction et cet amour du drapeau qui descendait quand vous, tous les jours, vous risquiez votre vie? C'est ma première question. Et la deuxième question qui est un peu liée, comment existe-t-il encore des poches de patriotisme et on pourrait les faire s'étendre au reste des Français, en fait, finalement. Parce que vous dites que ça existe encore et heureusement. Bien sûr, heureusement, oui. Alors, quand on est dans l'armée, on est quand même dans une bulle. Et même si on est attentif aux sociétés, parce que la plupart du temps, la plupart des militaires ou des policiers vivent au sein de la société, sont mariés, ont des enfants, côtoient d'autres personnes, mais ça reste quand même un milieu assez spécial parce que on vit pas en autarcie, mais pas loin. Euh, on s'en aperçoit un petit peu parce que bon, maintenant c'est un peu plus facile de s'en apercevoir avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'infos en continu, etc., etc. Mais à ma période, on n'avait pas ce sentiment. Enfin, je n'avais pas ce sentiment comme aujourd'hui. Moi, Le contraste était peut-être moins violent aussi entre le la vie contraste, civile et la vie militaire. exactement. Je m'en aperçois depuis une quinzaine d'années, moi, depuis 20 ans. Je m'en aperçois d'autant plus que depuis une vingtaine d'années, oui, ça fait, depuis 23 ans, je vais régulièrement aux États-Unis, 2, 3 fois par an, et je m'aperçois à quel point on est à des années-lumière de ce sentiment d'appartenance et de cette fierté d'être euh, américain ou d'être français. Appartenir à une nation. Faire nation, c'est aussi rassembler derrière son pays quand ça va bien et quand ça va mal aussi. Pour prendre un exemple bien concret, c'est que lutter contre l'islamisme et lutter contre l'islam radical, essayer de stopper le projet islamiste et d'admettre que le projet islamiste a pour but euh, d'instaurer un islam global en Europe et en Occident, ça devrait nous réunir. Ça devrait nous réunir chaque jour. Eh Alors, bien, ça me désole parce que ça nous divise plutôt que ça nous réunit. Et après, je finis par me dire, mais je dis finalement, en 1940, après l'armistice, combien sont partis, combien ont décidé de lutter et combien ont décidé d'abdiquer. Et après, je me dis, bah, finalement, le peuple français est quand même divisé et sera toujours divisé. et comment étendre finalement, donner un regain? Alors effectivement, tous on a peut-être des idées différentes du patriotisme, mais globalement, comment redonner l'amour de son pays, de leur pays aux Français et surtout le courage, parce qu'il s'agit de ça, de le défendre, ne serait-ce que dans les discussions, dans les idées. Alors, moi, je pense que malheureusement, hein, ou heureusement, je ne sais pas comment, enfin, malheureusement, ce patriotisme-là, euh, les temps difficiles, les temps de crise, les temps difficiles euh, engendrent ou donnent naissance ou à des personnes qui sont fortes. Ces personnes qui sont fortes font tout pour que ces temps difficiles se transforment en temps faciles. Et les temps faciles engendrent malheureusement des hommes faibles. Et ces hommes faibles, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent petit à petit ce que d'autres personnes ont construit. Et je pense qu'on est actuellement dans cette phase-là où nous sommes dirigés globalement par des hommes qui sont plus faibles qu'avant, soit parce qu'ils n'ont pas connu ces temps de crise. Ouais, ils n'ont pas connu ces temps de crise, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la faim, ils n'ont pas connu la peur du lendemain. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de l'opulence et ça crée des hommes faibles. Et c'est pour ça que euh, ces mentalités qu'on peut avoir, ces mentalités que nous avons dans certaines unités ou dans certaines professions, ça nous permet de garder cet esprit combatif et ça nous permet à toute notre vie d'être fort et de jamais lâcher, de se forger un caractère à- à toute épreuve, résister, combattre au sens général du terme, euh, rien lâcher. Et ça, si vous voulez, ça crée un monde. Euh, comment
peut aujourd'hui inverser la tendance. Je pense que ça va être difficile d'inverser la tendance. Il y a certaines poches qui ont encore cette qualité au service de la collectivité. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus cette envie de servir la collectivité. Servir aujourd'hui, chez certaines personnes, c'est péjoratif. Ils confondent servir et servitude, et ils se mettent plutôt du côté du renoncement plutôt que de l'envie de servir. Et ça, c'est malheureusement, on le voit dans les entreprises, on le voit dans la société en général, et ça tient encore le coup dans certains sports, ça tient encore le coup dans certains organismes, militaires, police, où seul le sentiment d'appartenance nous permettra de réussir. Et j'ai pas la. Honnêtement, je ne vois pas comment on peut changer, notamment en France, hein. Je ne vois pas. Mais pourtant, ce qui est un peu frustrant, c'est de réaliser quand même que les Français sont souvent des gens engagés. Alors après, on pourrait discuter des causes pour lesquelles ils peuvent parfois s'engager. On a peut-être tendance à se créer des combats. Enfin, en tout cas, ça n'engage que moi. Mhm. Euh, mais on est globalement, je pense, des gens engagés. On est souvent généreux aussi pour tout ce qui est association, charité par rapport à d'autres pays. Euh, Est-ce que on pourrait pas canaliser, trouver un moyen de canaliser cette bonne volonté et limite cette soif de combat justement en peut-être en redonnant ces lettres de noblesse au patriotisme et à la France, tout simplement. Ça a l'air compliqué. Non, c'est pas. Enfin, si, je pense qu'on est. Alors, je veux pas être pessimiste, mais euh, je pense on est allé très loin, en fait. On est allé très loin, et encore une fois, je pense qu'on est en fin de cycle pour tout. Et tout est, euh, tout est codifié, tout est réglementé. Il y a très peu de place comment dirais-je, à l'initiative. Euh, et je pense, malheureusement, que nous avons une grande partie de la population qui est qui est juste là pour suivre, qui suit, qui suit le troupeau jusqu'à la fin de sa vie. Ça m'attriste. Ça m'attriste parce que chaque individu a sa valeur, et chaque individu peut apporter, euh, peut apporter à la société justement en s'engageant, peut apporter à la société en ayant une autre vision du quotidien, en ayant une qui nous pénalise en France surtout, c'est cette négativité du quotidien. Quoi qu'il en soit, quoi que les gens disent, ils sont contre. Je pense que si on arrivait à essayer d'inverser cette vision-là, ce réflexe-là, d'être un peu plus pour, plutôt que d'être toujours contre, eh bien peut-être qu'on changerait. Après, il y a les crises aussi. Les crises, mais malheureusement en France, les crises actuelles, hein, je parle, hein, nous divisent plutôt que nous rassemblent. Et ça me gêne, quoi. Il y a des événements qui pourraient nous mettre d'accord. Eh bien, même pas. Alors, j'entends toujours, il faut du débat. Ok, parfois il faut du débat surtout, mais il arrive un moment où on se rassemble derrière le chef et on y va, quoi. C'est une image militaire, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Encore une fois, ça va être interprété en disant c'est bête et discipliné, taisez-vous. Mais il arrive un moment où on doit se rassembler. On doit mettre de côté ses égaux, on doit mettre de côté ses freins, ses peurs, et y aller, quoi. Y aller. Et pour ça, il faut admettre qu'on a quelqu'un au-dessus de nous, qu'on puisse se mettre au service d'eux et s'employer à 100% dans ces projets-là. Alors ça, malheureusement, c'est c'est pas gagné. Mais la note est plutôt positive et encourageante. On arrive à 1 heure d'enregistrement. J'ai
pour tradition de demander aux invités de nous partager un livre à conseiller, pas forcément sur le sujet Oui, bien du sûr. podcast, et également, si vous en avez une citation. Alors, premièrement, je vais vous demander de lire mon livre, pris en otage aux éditions, chez Mareuil Éditions. C'est mon dernier livre. Et, et j'aborde pas mal de sujets que nous aujourd'hui. Alors, effectivement, je fais un peu de promo pour moi, mais c'est un peu aussi c'est aussi un peu mon état d'esprit et ma vision sur ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai un autre livre à vous conseiller, trouvé dans une librairie à Lyon, quand je faisais des dédicaces. Ça s'appelle Responsabilité à ceux d'un difficile pour réussir, justement, où on inculque cet état d'esprit-là. Ne pas avoir peur de l'échec, se relever après un échec. Hein, tout ça, c'est un tout petit livre qui a déjà été vendu à combien? 2 millions d'exemplaires dans le monde. C'est vraiment bien. Je trouve que ce que j'essaye de faire depuis que j'ai quitté l'institution, j'avais monté une petite société de coaching également, et j'essaye de de civiliser dans le terme, dans le verbe, tout ce que j'ai pu faire dans mon parcours. Hein. J'étais instructeur commando, j'étais à la DGSE, j'ai une vision quand même, je fais beaucoup de sport dans tous les domaines, donc j'essaye d'amener les gens à se surpasser, à se dépasser, mais au sens noble du terme. Pas uniquement pour gagner, mais pour apprendre à se connaître. Et si on arrive à savoir qui on arrive à aller encore plus loin. Ça, c'est intéressant. Et je vais faire une entorse à votre demande, je vais vous en conseiller un troisième que je suis en train de lire aujourd'hui, c'est Florence Bergot-Blaclair, c'est le frérisme et ses réseaux. Le frérisme et ses réseaux. C'est une enquête approfondie sur le projet des frères musulmans. C'est encore un constat, parce qu'il y en a eu 50 000 de constats qui ont été faits. Et, euh, et ça, peut-être, ça ouvrira définitivement, ou peut-être, j'espère que ça ouvrira les yeux de nos dirigeants, mais Merci pour ces recommandations et du coup une citation si vous en oui. avez une. Ah ben j'en ai deux. Magnifique, merci. J'en ai, J'en ai une qui m'accompagne depuis mes 17 ans, s'appelle, c'est pas une citation, c'est une phrase de mon premier instructeur dans l'armée, euh, qui disait, qui disait que ne jamais se laisser aller à la facilité et la médiocrité. Et ça m'a toujours accompagné. Et il y a une citation très connue de Saint-Exupéry puisque je suis l'un d'eux, je ne renierai jamais les miens, quoi qu'ils fassent. Je ne parlerai jamais contre eux devant autrui, etc., etc., etc. Je trouve que certains qui quittent l'institution sont toujours, ou d'autres dans d'autres domaines, passent leur temps à les renier et à dire du mal d'eux devant les autres. Ça, c'est pas mon credo non plus. Ouais, c'est une loyauté inconditionnelle. Alors, pas inconditionnel, mais pas inconditionnel parce que je pense qu'il y a des limites. Mais ça me fait beaucoup de, ça m'atteint beaucoup quand je vois des anciens des services ou des anciens de l'institution sur les plateaux télé en train de dénigrer son ancien camarade ou son ancienne institution. Faut être honnête, hein, faut dire les choses comme elles sont, mais dénigrer pour dénigrer, je trouve que c'est dommage. Eh bien, écoutez, Pierre, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast et donc je vais vous laisser nous faire part de vos actualités ou passer un message. Voilà, c'est la parole est à vous pour conclure. Alors mes actualités, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un livre avec Marc Junia, un camarade avec qui j'ai fait deux livres déjà, et c'est pris en otage chez Maro Édition, et je reviens sur ma prise d'otage en Libye en 2011, et je reviens aussi sur mon parcours au sein de l'institution, de la DGSE, de certaines de mes missions, et de ma vision aussi euh, spirituelle et psychologique du monde. Et mes actualités, c'est un salon du livre le 23-24 septembre à Villeneuve-sur-Lot, ou à Paris bientôt, à Angoulême. Je fais beaucoup de salons du livre, j'aime beaucoup ça parce que je peux échanger avec les lecteurs. Et moi, je pense qu'on vit dans un monde merveilleux, et il faut rester quand même conscient de ce que l'on a, et il faut rester conscient de ce que l'on pourrait perdre.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Pierre, et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci à vous.